Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette prochaine conférence dédiée au numérique responsable. Euh, je voulais vous prévenir du coup que cette conférence durera 45 minutes et comme toutes les conférences Reboot, elle sera disponible en replay dans quelques jours sur notre site rebootcommunication.org et aussi sur nos chaînes Twitch et YouTube. Ce replay sera accompagné de sous-titres en français. Ce n'est pas le cas de la conférence en live puisque nous n'avons pas eu les moyens de vous proposer la transcription en live dans le cadre de cet événement qui est 100% bénévole. Alors revenons au sujet qui nous réunit cet après-midi, le numérique responsable. On le sait, on le vit toutes et tous au quotidien. Notre société est de plus en plus digitalisée. Elle est de plus en plus dépendante aux services numériques. Alors bien sûr, même si beaucoup de services numériques vont offrir des bénéfices environnementaux pardon, et sociaux, euh, il faut bien avouer que les services numériques ont aussi des impacts négatifs au niveau environnemental et social. Pour parler de ce sujet, toute l'équipe Reboot est ravie d'accueillir deux speakers de renom, qui sont Marine Boudot et Gauthier Roussil. Marine, tu es chef du pôle design des services numériques à la DINUM, qui est donc la direction interministérielle du numérique, et tu es aussi haute fonctionnaire au handicap et à l'inclusion. On te remercie de renouveler ta participation cette année à l'événement. Peut-être que tu peux expliquer Bonjour. rapidement à l'audience quel est ton rôle, ta mission au quotidien. Alors, très rapidement, et on rentrera. Bonjour à toutes et tous déjà, et merci pour cette nouvelle invitation en 2022. Euh, Très rapidement, et on rentrera davantage avec toi et avec Gauthier dans les détails tout au long de ces 45 minutes. Mais rapidement, le rôle de la mission design des services numériques au sein de la direction interministérielle du numérique, c'est d'accompagner les ministères à simplifier leurs services publics numériques et leurs démarches administratives en ligne, à prendre en compte les usagers, les agents, pour que ces services soient au plus proche des besoins de toutes et tous. D'accord. Merci beaucoup. Gauthier, tu es chercheur et designer. Bienvenue. Tu accompagnes les acteurs publics et privés dans leur choix numérique dans le cadre des politiques de transition écologique. Tu as aussi créé l'association Plateau Numérique. On est ravis de ta présence aujourd'hui. Peut-être que tu peux expliquer également tes missions au quotidien pour que le public puisse mieux comprendre ton rôle. Alors oui, donc bonjour à toutes et à tous. Oui, mon rôle est, en tant que chercheur, c'est de essayer de comprendre où est-ce que des projets numériques, des services numériques ont un impact bénéfique pour les enjeux de transition, ou est-ce qu'il a un impact négatif. Donc moi, je m'intéresse vraiment à quels sont les effets environnementaux de la numérisation, tout secteur confondu, et surtout de comprendre dans quelles conditions ces projets ou ces services marchent, dans quelles conditions ils ne marchent pas. Et en plus de ça, donc, j'ai une association qui s'appelle Plateau Numérique, qui est un service de création de sites web pour mairies rurales, où en fait, c'est juste avec une équipe de bénévoles et de non-bénévoles d'accompagner des petites mairies pour qu'elles aient des sites web de qualité, autant en point de vue d'accessibilité, d'éco-conception, de RGPD, etc. Et qu'elles ne soient pas démunies face aux enjeux de numérisation. D'accord, merci beaucoup. Donc, si vous le voulez bien, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous propose de réfléchir ensemble à la notion, au concept de numérique responsable. Finalement, qu'est-ce que cela désigne? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Gauthier, tu avais parlé de peut-être partager quelques chiffres clés à l'audience. Alors, je vais vous Si tu as partager des mon... slides à partager, Ouais, n'hésite pas. je vais partager rapidement. Hop. Et voilà. Alors, je vais plus vous faire un petit récap, on va dire, de sciences environnementales appliquées au numérique. En fait, on distingue deux choses. Il y a d'un côté le secteur numérique, qui est du coup composé des centres de données, des réseaux et des équipements utilisateurs, donc c'est autant des smartphones, des ordinateurs, etc., et qui vont alimenter une couche de services. Et ça, genre, c'est ce qu'on appelle le secteur numérique.
c'est uniquement ce qui constitue du coup le fonctionnement de ce secteur. Ce qu'on va appeler numérisation, c'est de comprendre comment ces services numériques interviennent dans d'autres contextes, d'autres secteurs, et modifient du coup leur usage, leur fonctionnement. Et donc, on va parler de numérisation des transports, numérisation de l'agriculture, numérisation de la santé, numérisation des services, et qui sont généralement considérés en dehors du secteur numérique. Donc, l'empreinte environnementale du secteur numérique, c'est uniquement ce qu'on voit au milieu, et ça prend du coup pas en compte l'empreinte qu'il va avoir que le numérique lorsqu'il se diffuse dans d'autres secteurs, généralement. Alors, une empreinte environnementale, c'est donc regarder plusieurs moments de la vie de ces services numériques. Donc, si on reprend mes data centers, mes réseaux et mes équipements utilisateurs, on va regarder la façon dont ils sont fabriqués, du coup, la façon dont les ressources sont extraites, et donc leur usage. Lorsque ces équipements sont en fonctionnement, quel est leur impact? Malheureusement, on n'arrive pas encore aujourd'hui à remonter à la fin de vie, mais ça ferait aussi partie des enjeux, en tout cas des prochaines étapes pour améliorer notre compréhension de l'empreinte environnementale. Alors, si on appelle ça une empreinte environnementale et non pas une empreinte carbone, c'est parce qu'une empreinte environnementale, ça a toujours plus qu'un facteur. Et en l'occurrence, là, on va regarder quelle est l'empreinte environnementale de la fabrication et de l'usage des data centers, des réseaux et des équipements utilisateurs à plusieurs niveaux. Alors, en gros, c'est la consommation d'énergie en jaune, la- les émissions de gaz à effet de serre en gris, la consommation de ressources minérales et de métaux en vert, et l'utilisation d'eau ici en bleu. Donc pareil, c'est quelques éléments qui constituent l'empreinte environnementale, et ça met de côté plein d'autres facteurs environnementaux, que ce soit la toxicité, l'écotoxicité, etc. Donc aujourd'hui, on a encore une vue plutôt restreinte de ce que c'est l'empreinte environnementale du secteur numérique, et on continue à essayer de l'améliorer. Si on se concentre uniquement sur un seul élément, qui est donc le changement climatique, et du coup les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées. Alors, autant pour moi, avant, pour montrer ça en, enfin, du coup, concrètement, sur un appareil qu'on connaît tous, sur un smartphone. Si on considère qu'un smartphone a une durée de vie de 3 ans et qu'il est utilisé en France, généralement, l'impact de la fabrication représente 90% des impacts totaux, voire plus quand il s'agit des ressources et de l'eau. Et en fait, les 10% restants sur l'énergie ou les gaz à effet de serre, hein, c'est tout simplement le fait de recharger son téléphone une fois par jour pendant 3 ans, en gros. Donc, quand on achète un smartphone, généralement, 90% de l'empreinte environnementale a déjà été faite. C'est pour ça qu'il est important d'augmenter la durée des équipements et de en prendre soin et de faire des choix qui sont plus éclairés sur quel type d'équipement on choisit. Donc, si on regarde au niveau mondial plutôt qu'au niveau d'un équipement, en fait, l'empreinte environnementale du secteur numérique aujourd'hui, elle est entre 2 à 4% des émissions mondiales. Euh, il y a pas mal d'incertitudes du fait des données qu'on utilise, mais ce qu'il faut retenir, c'est entre 1 à 1,8 gigatonnes d'équivalent CO2, donc c'est-à-dire 2 à 4%. C'est c'est à peu près comme le fret commercial, enfin le fret maritime, à peu près à 3%. Donc c'est à peu près sur ce même type d'usage, en tout cas ce même type d'ordre de grandeur. Et du coup, après, pour passer la main à Marine, en fait, il faut comprendre que d'un côté, on a l'empreinte environnementale, mais c'est pas un enjeu qui vit en isolation avec d'autres enjeux stratégiques qui font partie de la sphère numérique, en fait. On peut parler d'open data, de comment avoir des données ouvertes, de protection des données, comment protéger les données des individus, des citoyens, mais aussi des entreprises, de cybersécurité, de souveraineté juridique, ou même de comment se fournir en matériel et en ressources. Et bien évidemment, un point que je n'ai pas mis ici parce que je sais qu'on va en parler, mais aussi l'accessibilité, l'inclusion numérique, notamment avec les travaux que fait Marine. Euh, Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que si je prends un petit peu de hauteur d'un point de vue science environnementale, il faut comprendre que la numérisation, c'est plein de choses différentes et que le numérique, ça désigne rarement, enfin, c'est jamais ce que ça désigne en fait. Est-ce que le numérique, c'est les GAFA, Google, Amazon, Apple? Est-ce que c'est Wikipédia, OpenStreetMap? Est-ce que plus de numérique, c'est plus de contributions à Wikipédia? Ou est-ce que c'est plus de financement pour Google? Donc, il faut toujours faire très, très attention aux termes qu'on utilise et, et que la question n'est pas tant de numériser ou de dénumériser, mais c'est comment on définit un niveau d'intensité de numérisation qui est soutenable par rapport à des conditions
de vie et des conditions matérielles qui changent aujourd'hui sur Terre. Et après, moi, c'est plutôt mon expérience là-dessus, puisque je passe pas mal de temps à essayer de déterminer quel type de services numériques ont des impacts positifs ou négatifs. Je vous déconseille de partir du principe que la numérisation va par défaut dans le sens de la transition écologique. C'est parfois le cas, parfois pas du tout. Mais dans tous les cas, il faut aussi prioriser. Il y a des actions sur la transition qui sont prioritaires. Typiquement, plutôt que de mettre un thermostat connecté chez vous, il est peut-être plus important de faire l'isolation thermique, etc., etc. Donc, faut pas voir la numérisation par défaut comme une solution qui est viable pour l'environnement. Et il faut toujours être dans l'enquête et essayer de vraiment comprendre dans quelles conditions ça marche et dans quelles conditions ça ne marche pas. Voilà, je finis avec ça. Merci beaucoup, Gauthier. Effectivement, peut-être pour faire le pont avec les propos de Marine, on peut peut-être se poser la question justement des synergies, des questions environnementales, de numérisation, des questions sociales. Peut-être que Marine, tu as un éclairage à apporter sur ce point. Oui, pour moi, enfin de notre point de vue ici au sein d'équipe, le numérique, euh, en fait, créer un numérique qui soit plus accessible, plus inclusif, en fait, ça passe par quoi? Ça passe par faire moins, c'est-à-dire se poser la question de chaque chose chaque chose numérique à qui on donne naissance, et se poser la question de OK, à quoi va vraiment servir cette chose numérique que je produis? En quoi cette chose numérique, je dois la maintenir et m'assurer qu'elle s'adapte à tout un tas de hardware, c'est-à-dire d'outils, d'ordinateurs, de téléphones, de smartphones, le plus longtemps possible. Et donc ça a un coût aussi, créer cette maintenabilité dans le long terme. Et à quoi cet objet numérique donc répond-il? Donc, si je dois, alors peut-être c'est mal de commencer par une synthétisation, mais pour moi, le numérique responsable, c'est simplement se poser toutes les questions sur tout ce qu'on produit. Et c'est vrai pour le numérique et c'est vrai pour d'autres choses. C'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau t-shirt ou bien pas vraiment? Est-ce que j'ai besoin de produire cette nouvelle application? Gauthier parlait d'une application autour de la mobilité, par exemple. Quel va être vraiment l'impact de cette application? Ou est-ce que juste je produis ce nouvel outil pour me faire plaisir? Et donc, en tant qu'humain, on a une propension à juste vouloir toujours plus, produire plus. On a une super idée, on se dit mais super, les gens vont kiffer. Et avec le numérique, c'est tellement facile de produire, bien plus que si je veux produire une nouvelle ligne de vêtements. Le numérique, il est accessible à tous. On produit tous, soit sur les réseaux sociaux, via les outils de low code, no code. C'est hyper facile de créer du numérique aujourd'hui et de créer à profusion. Mais donc, c'est vraiment ça qu'il faut intégrer. C'est aujourd'hui, je crée cet outil. Pourquoi, à qui il s'adresse et quel est l'impact et quelle est la maintenabilité. Et donc, si on étend au sujet de l'inclusion, donc là où je suis, donc, je travaille au sein de l'État, à la direction interministérielle du numérique. La direction interministérielle du numérique, son but, c'est d'accélérer la transformation du numérique des ministères. Le numérique, évidemment, c'est avant tout quelque chose de positif pour toutes et tous. Un accès à l'information, un accès à la culture, notamment aussi pour les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite. C'est voilà, tout un tas de services accessibles à tous. Mais si le numérique, il est inutilisable, et c'est là qu'on peut faire le lien direct avec le numérique éco-responsable, si ce numérique, il est inutilisable, en fait, ça sert à rien de le produire. Okay, ou s'il y a juste une certaine partie de la population qui arrive à utiliser ces services, ça sert à rien. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un outil, la déclaration de revenus, peut-être toutes et tous peuvent voilà, savoir, voilà, même si vous n'avez pas encore de revenus, voilà, avoir en entendu parler au moins autour de vos proches, bah, s'il y a une partie de la population qui n'arrive pas à utiliser, bah, là, visiblement, le numérique, il ne comble pas toute une partie de la population. Et donc, c'est là qu'il faut, en fait, plus on crée de la complexité et plus on crée de services, plus il faut les maintenir, plus il faut les rendre accessibles. Et tout ça, ça a un poids. Ça a un poids, donc, pour s'assurer, ça a un poids de gestion, de coûts. Et en fait, plus on va créer des services simples et se poser la question sur
la raison d'être de chaque fonctionnalité, plus on va créer de la sobriété, de la frugalité. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, mais c'est pas facile parce que nous, humains, on a tendance à vouloir toujours plus et à être voilà, tellement paresseux aussi qu'on veut 50 milliards d'outils pour se démultiplier. Et donc ça, c'est un peu compliqué d'aller à l'encontre de ce côté un peu humain. Ok, merci. Est-ce que Gauthier, tu voulais compléter concernant la synergie de toutes ces questions? En tout cas, c'est que la question environnementale ne peut pas vivre en isolation. On ne peut pas considérer la façon dont les concours des services ou même la façon dont on pense une stratégie de réduction de l'impact numérique sans penser les questions, en fait, ne serait-ce que de politique d'achat, d'approvisionnement matériel, de comment aussi on va penser les questions d'accessibilité. Généralement, éco-conception va quand même assez bien de pair avec accessibilité si c'est bien fait. Le fait de faire moins, en tout cas de faire plus de façon plus ciblée, est-ce que ça aide aussi à des questions de cybersécurité parce on offre moins de surface d'attaque, comme on dit, ou en tout cas on prête moins le flanc. Voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et après, il y a différents niveaux. Il y a soit on prend le niveau des services, soit on prend le niveau d'un État, et là c'est encore une question un peu différente. Mais la question environnementale en tant que telle est toujours une question aussi qui est politique. C'est des politiques environnementales à mettre en place. Et là, j'ai repensé aussi de quoi on dépend par rapport au numérique. Et en rebond à ce que disait Marine, il faut comprendre aussi de quoi il y a besoin, qu'est-ce qui sert réellement, qu'est-ce qui est utilisable, qu'est-ce qui n'est pas, mais aussi de quoi on dépend pour rendre ces choses utilisables. Et ça, c'est une question aussi qui est très large et qui met aussi en jeu les conditions de vie sur Terre aussi, et les conditions de matériel d'extraction, etc. Ok. Du coup, ça, c'est effectivement des réflexions, on va dire, théoriques. Si on essaye de donner des clés concrètes aux étudiantes et aux étudiants qui nous regardent ou qui nous écoutent, est-ce que vous avez des conseils à donner sur justement comment analyser ses besoins, comment prioriser un impact négatif environnemental ou un impact négatif social, comment faire des choix? Gauthier, comme tu veux. Ok, alors je démarre et Gauthier complétera. Alors, très bonne question. Quand on en vient à la production d'outils ou de contenus numériques, parce que je vois la question qui s'est posée aussi sur les contenus, idéalement, il faut faire appel à des professionnels. Je disais tout à l'heure, c'est hyper facile de produire des nouveaux outils, des services, des applications, parce que maintenant, il y a tout un tas d'autres outils qui sont à notre portée pour faire cela, en plus de ce qu'on produit en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais donc, un des enjeux absolus, c'est s'entourer de bonnes compétences, parce qu'au final, à quoi tiennent l'inclusion, l'accessibilité, le numérique responsable, c'est des bonnes compétences. Si je sais bien architecturer mon service, si je sais bien prioriser les fonctionnalités qui vont être nécessaires pour mon service, si je sais aller à la rencontre des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs en interne ou des utilisateurs externes de mon service, consommateurs par exemple, voilà. En fait, il faut mobiliser tout un tas d'expériences autour du numérique pour bien faire. Et donc, c'est ça l'enjeu principal, c'est se former, monter en compétences. Et en fait, on ne devient pas expert en numérique du jour au lendemain. Certes, il y a des formations plutôt courtes, par exemple, sur les domaines du numérique, que ce soit des bootcamps. Et ça, c'est vraiment très bien puisqu'on a besoin de davantage de compétences. Mais voilà, on ne devient pas, par exemple, designer en 3 mois ou en 6 mois. On ne devient pas développeuse ou développeur, pareil, en juste quelques mois. Ce sont des métiers, en fait, entre guillemets, d'artisanat qui nécessitent une vraie voilà, connaissance profonde. Et en fait, sans cette connaissance du métier, on a du mal à produire des services de qualité qui soient inclusifs, etc. Et pour moi, un des leviers les plus facilement activables, alors je vais en citer deux, un des leviers, et après je laisserai Gauthier parler, un des leviers hyper activables, hyper facilement activables, surtout à votre échelle, c'est-à-dire autour des projets que vous menez au sein de vos écoles, c'est par exemple ce qu'on appelle la recherche utilisateur. Donc, vous produisez une nouvelle idée, un POC, un Proof of Concept, un MVP, je ne sais quoi,
et vous allez directement aller pouvoir tester cette idée auprès de vraies personnes. Vous pouvez juste sortir de chez vous, aller, en plus vous rencontrerez sans doute des personnes très sympas, aller rencontrer des gens, confronter ce service et avoir des retours en direct qui vous permettront de prioriser ce qui fonctionne pas, ce qui est bloquant, ce qui est pas bloquant, et de simplifier, simplifier, simplifier. Il faut vraiment aller vers toujours plus de minimalisme, pardon. Et euh, pour aller plus loin, au sein de la DINUM, et Gauthier a contribué à ce projet, on a développé un référentiel, le référentiel d'éco-conception des services numériques qui permet en gros c'est un peu plus de 70 critères qui permettent de se poser des bonnes questions autour de la création de produits et de services numériques et ça, pour s'assurer qu'ils soient les plus responsables possibles. Donc je vous invite à aller sur le site écoresponsable.numérique.gouv.fr et vous trouverez ce référentiel qui sera officialisé, officiel d'ici la fin du mois, lors voilà, d'un événement à la fin du mois de novembre. Ok, merci Marine. Gauthier, tu veux compléter? Oui, en rebond, bah, je peux donner un exemple avec Plateau numérique. En fait, c'est la question qu'on s'est posée avec un ami, c'est de finalement, on pose rarement la question à des personnes qui vivent en milieu rural sur ce dont ils ont besoin d'un point de vue numérique. Et on n'était pas sûr de ce qui était vraiment nécessaire euh, dans ce type de contexte. Donc, on a passé pas mal de temps à faire des enquêtes sur place. Donc, moi, là où je suis originaire dans le Cantal, hein, et aussi ensuite dans l'Ardèche, dans le Lot, dans les Pyrénées, euh, pour poser des questions en fait aux conseillers municipaux et aussi aux citoyens finalement, de quoi ils ont besoin lorsqu'on parle de numérique dans ce contexte et essayer de faire ce qu'il y avait de mieux. Alors, d'autant moins parce que les petits villages en fait de moins de 3500 habitants, ils ont très peu de budget, ils ont pas forcément les compétences disponibles sur tous les sujets très vastes qu'ils doivent maîtriser. Donc, nous, notre politique, c'est tout le temps d'aller sur place. Donc, on va tout le temps en résidence dans les villages où on développe des sites. Donc, ce qui est très agréable, puisqu'on passe de très bons moments, généralement. Des très bons restaurants, et là. Mais voilà, c'est de voir comment les gens travaillent et de s'adapter à eux. On n'est pas là pour forcer des outils numériques qui n'ont pas été pensés avec les gens qui vont les utiliser. Et surtout d'avoir des discussions concrètes avec eux sur qu'est-ce qu'on numérise pour eux, enfin, qu'est-ce qu'on numérise avec eux et qu'est-ce qu'on ne doit pas numériser, auquel on ne touche pas. Puisqu'il faut tout le temps laisser des alternatives pour les personnes qui ne souhaitent pas, en fait, ou qui n'ont pas les moyens d'avoir des parcours numériques. Donc, c'est quelque chose qui est d'autant plus prégnant, nous, dans les contextes où on travaille. Mais typiquement, l'affichage d'un village est extrêmement important. Mais donc, ça, on n'y touche pas, il reste en physique, etc. Et il contribue aussi à une diffusion de l'information au niveau local. Mais nous, typiquement, sur un village de mairie, on varie deux choses. C'est comment on donne accès aux démarches, qu'elles soient numériques ou quels sont les lieux physiques pour le faire, pour les personnes qui souhaitent le faire de façon non numérique. Et comment aussi on diffuse l'information locale en travaillant beaucoup avec les secrétaires de mairie de ce point de vue-là, parce que c'est elles qui ont les clés du royaume hein, quand même. Donc voilà, en tout cas, c'est pour illustrer le point de Marine. Euh, Après, alors d'un point de vue étudiant, la première chose, c'est si vous avez des prêts, remboursez vos prêts. Ça, ça, vous faites déjà ça, puis après, on va regarder ce qu'on peut faire pour faire les choses mieux. Mais déjà, stabilisez-vous professionnellement, mettez-vous dans une situation qui n'est pas inconfortable pour vous, si possible, pour ensuite pouvoir bien réfléchir à ça. Donc, dans un contexte où vous avez remboursé vos prêts et tout va bien, euh, choisissez de ne pas travailler pour des entreprises qui sont polluantes, en fait, enfin, ou qui vont clairement dans le mauvais sens. Bon, c'est facile de taper sur le secteur pétrolier, mais c'est aussi pour des gros SUV. Enfin, c'est tout à fait subjectif ce que je vais vous dire, mais aussi il faut choisir pour qui on travaille, en fait. Et ça, on peut le faire une fois qu'on a un peu plus de liberté financière, bien évidemment. Mais concrètement, ça passe aussi par ça. N'allez pas éco-concevoir pour Total, en fait. Enfin, ou n'allez pas éco-concevoir pour des humeurs, qu'ils soient électriques ou non, d'ailleurs. Enfin, voilà, aussi, c'est un petit peu la réalité, mais faites des choix quand c'est possible pour vous de faire des choix. Merci Gauthier. Donc vous avez tous les deux parlé de recherche utilisateur.
Tu as du coup, Gauthier, aussi parlé du fait de choisir ses clients. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à donner à partir du moment où un professionnel ou une professionnelle de la communication va travailler sur un projet, sur des manières de faire de numérique responsable? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Comment ils peuvent travailler? Ouais. Je peux démarrer sur le sujet. Absolument. Alors, déjà, le numérique responsable, si on parle de communication sur les réseaux sociaux pour démarrer, il y a le sujet, par exemple, de l'accessibilité numérique sur les réseaux sociaux donc, et en ligne. Tu le mentionnais au tout démarrage de l'événement. Aujourd'hui, cet événement, il n'y a pas de transcription en direct euh, pour retranscrire ce qui est dit. Donc, les personnes sourdes ou malentendantes devront lire sur nos lèvres. Et donc, si elles y arrivent et si la connexion est assez bonne, alors qu'une transcription en direct aurait été sans doute plus agréable. Et à noter que la transcription en direct, donc c'est des sous-titres, hein, comme quand le président prend la parole ou quand vous regardez voilà, un sous-titrage, un film voilà, sur votre ordinateur, sur votre écran sous-titré, c'est exactement pareil. Voilà, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner pour sous-titrer en direct des interventions. Les outils automatisés, en général, pour les transcriptions, ne sont pas encore d'assez bon niveau pour s'assurer d'une transcription absolument pertinente. Évidemment, ça a un coût, c'est-à-dire que ça revient au sujet de on va faire mieux, mais on va faire un peu moins. Donc peut-être que si je décide de rendre mes événements ou mes interventions 100% accessibles, je vais peut-être en faire moins parce qu'il va y avoir le coût de la personne qui va faire cette transcription. Si aussi par exemple, communique sur les réseaux sociaux, eh bien là, c'est s'assurer, par exemple, que les images que je partage sur les réseaux sociaux, j'insère une alternative texte à ces images pour qu'une personne malvoyante aveugle, par exemple, puisse savoir en fait ce qu'il y a derrière cette image. Par exemple, un descriptif, voilà, c'est un chat qui joue avec une pelote. Voilà, ça c'est un descriptif d'une image d'un chat qui joue avec une pelote, euh, voilà, sur une photo. Voilà, il y a plein après de bonnes pratiques, hein, on ne peut pas bien sûr toutes les lister, mais voilà des exemples concrets de comment est-ce qu'on peut rendre sa communication accessible. Mais c'est donc penser en fait à toute la cible qui nous entoure et penser aussi, bon, il y a aussi un sujet dont on n'a pas forcément parlé, c'est l'attention des gens, c'est-à-dire comment aussi, là aussi pour moi il y a une forte part de responsabilité dans la production de contenu, de ne pas noyer les gens dans une surproduction de communication et de réfléchir de manière posée à quand et à quel moment je communique de manière à ce que les personnes sentent cette communication comme plutôt un service plutôt que quelque chose, une charge supplémentaire qui leur arrive dessus. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, voilà, on est tous vraiment noyés dans cette charge numérique qui peut parfois être vraiment voilà, noyante. Gauthier, tu souhaitais compléter? Oui, alors moi, la façon dont je le vois et dont j'ai pratiqué, euh, c'est trois points de départ, c'est de se dire le service, enfin tous les services, quels qu'ils soient, doivent réduire leur empreinte, dans tous les cas, qu'ils soient numériques ou non. Parfois, ça peut être le coup de mettre un peu plus d'empreinte sur un service numérique pour réduire vraiment beaucoup l'empreinte d'autres services. Parfois, c'est bien. Mais normalement, on doit faire baisser nos émissions par an de 5%. Donc, a priori, il n'y a pas un service qui passe au travers de cette politique normalement, alors en théorie. Donc, ça, c'est le premier point. Il faut faire baisser l'empreinte du service, quoi qu'il en soit. Euh, le deuxième point, c'est ce qu'a dit Marine, c'est quelque chose de central dans le design, hein, il faut répondre à des besoins qui sont exprimés par les usagers. Le troisième point, moi, que j'aime bien travailler, c'est qu'il ne faut pas partir du principe que la numérisation répond efficacement aux deux points précédents. Parfois, numériser ne répondra pas forcément bien aux besoins d'usagers. Parfois, c'est pas la meilleure façon pour réduire l'empreinte. Des fois, ça répond bien aux besoins. Des fois, ça réduit l'empreinte. Mais donc, il faut tout le temps avoir cette logique de se dire,
Euh, Est-ce que la numérisation est toujours le bon endroit pour réduire l'empreinte? En fait, c'est une pratique tout à fait normale lorsqu'on fait l'éco-conception. C'est une norme, en fait, c'est une norme ISO. Et un des premiers points, c'est toujours de remettre en question le besoin, en fait. Et l'animation fait aussi partie normalement de ça. Ce qu'il faut remettre en question. Une fois qu'on a fait ça, les piliers, en gros, c'est comment on contribue à augmenter la durée de vie des équipements. On ne peut pas dire qu'un service tout seul augmentera la durée d'un équipement, c'est pas possible. Parce qu'on a plein d'applications sur le téléphone, plein de services sur nos ordinateurs, mais on sait plutôt comment on contribue à l'allongement de la durée de vie. Le deuxième point, c'est qu'on doit, mais Marine l'a déjà dit, en fait, bon, on est censé optimiser pour les conditions les plus difficiles, en tout cas les plus rudes, que ce soit même en termes de couverture, de réseau, de débit, d'âge, de puissance ou de mémoire des équipements. Et non, ça c'est bien, c'est de l'accessibilité plutôt technique, mais aussi pour des besoins, enfin, je ne fais que répéter ce que dit Marine, hein, mais auditifs, cognitifs ou visuels, qui sont aussi différents. Euh, Moi, je suis pas un grand adepte de la mesure, notamment sur la question des sites web, enfin, la mesure qui te fait dire qu'une page équivaut à tant de grammes de carbone émis enfin, c'est un peu mon champ de recherche. Généralement, moi, ça me sert pas trop. Et lorsqu'on gère un projet numérique, en fait, un développeur, un designer, que la page elle fasse 1 ou 2 grammes de CO2, ça va pas servir à beaucoup. C'est plutôt les indicateurs techniques qu'il y a derrière, ou les indicateurs, les objectifs qu'on se donne, qui sont intéressants. Et quoi d'autre? Et j'ai oublié, mais en tout cas, ça me reviendra plus tard. Mais c'est déjà quelques piliers, à mon avis, pour bien comprendre la démarche. Ah si, et dans tous les cas, l'éco-conception, ça fait partie juste, c'est une perle sur un collier dans lequel il y a toutes les autres bonnes pratiques du web, hein. Et RGPD, enfin, on n'est pas là on ne fait pas des sites éco-conçus pour prendre des données personnelles. On est aussi là pour faire l'accessibilité, on est aussi là pour faire de l'open data, on est là pour faire la qualité web jusqu'au bout, en fait. Ça existe, ça ne peut pas fonctionner tout seul. Oui, effectivement, peut-être que c'est le moment pour Marine de faire la promotion de référentiels et des règlements qui sont promus par la DINUM. Alors, oui, euh, oui. Alors la DINUM opère un référentiel qui permet de tester, de vérifier la conformité à l'accessibilité numérique des sites, le RGAA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Euh, et ce dont je parlais tout à l'heure, un nouveau référentiel qui verra le jour à la fin du mois, officiellement, il est en bêta jusqu'à la fin du mois, c'est le référentiel général d'éco-conception des services numériques, donc qui est porté par la mission éco-responsable de la DINUM, Olivier Joviado et Richard Hanna, sans vouloir les citer, qui font un formidable travail. Euh, et donc, en effet, je vois que enfin, tout à l'heure, tu avais mis les liens dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as refait, non. Bon, il y a le lien sur voilà, le référentiel général d'éco-conception qui est un peu plus haut dans le chat. Mais je vous invite à les consulter. Et ce référentiel général d'éco-conception, il a été vraiment conçu en co-construction avec tout un tas d'acteurs, comme l'Institut numérique responsable, par exemple, comme l'ADEME et d'autres indépendants designer éthique aussi. Donc, c'est quelque chose qui a été réfléchi, co-construit. Et comme je disais aussi, c'est voilà, toute une liste de critères qui permettent de se poser les bonnes questions, que ce soit en matière de design, du X, du Y, en matière d'hébergement, en matière de back-end, voilà, en matière de tout un tas de sujets donc, qui concernent la conception de services numériques. Et voilà, je vous invite à le consulter. Ok, merci beaucoup. Vu que l'heure défile, je vous propose de parcourir les questions qui ont été posées sur le chat. On, on nous a demandé si vous évoquiez les contenus numériques ou seulement les objets quand vous parliez des impacts négatifs du numérique. Alors moi j'ai répondu dans le chat et Gauthier n'hésite pas mais en fait c'est les deux qui sont touchés ou touchants.
Gauthier. Je ne sais pas si tu voulais compléter. Je cherchais mon micro. Oui, non, c'est les deux. Euh, En fait, c'est toujours dur de savoir quelle sera l'empreinte concrète d'un service lorsqu'il est déployé. Je donne un exemple, et c'est toujours pourquoi il faut mettre tout le temps les choses en contexte. Si vous faites de l'enseignement à distance, si vous déployez un service d'enseignement à distance euh, aux Pays-Bas, par exemple, donc vos étudiants, au lieu de prendre, enfin, du coup, se déplaceront pas, ils resteront chez eux. Est-ce que ça va enlever beaucoup d'émissions de CO2 liées à des transports qu'on évite? Ben, ça dépend. Aux Pays-Bas, en fait, vu que c'est beaucoup d'infrastructures vélo et que les transports publics sont gratuits pour les étudiants, ça enlève assez peu d'émissions. Et en fonction des dépenses de chauffage, etc., ça peut aussi finalement être un kiff-kiff. Par contre, si je mets le même service d'enseignement à distance aux USA, dans un campus au Texas, et que je remplace les trajets en véhicules diesel euh, par l'absence de trajet, là, j'ai beaucoup de gains. Et voilà, et en fait, et même certains usages numériques peuvent amener à des effets rebonds. Donc, on augmente l'usage malgré le fait que ça devient plus efficace, qui peuvent parfois, au final, augmenter l'empreinte plutôt que de la réduire. Et donc, c'est toujours ça qu'il faut monitorer. Ça demande toujours de bien travailler dans des contextes sociaux, culturels, économiques, politiques bien précis pour comprendre si ça va augmenter ou pas, que ce soit un service ou un objet. Ok. On a un autre commentaire qui dit que la règle des 3 U, utile, utilisable, utilisé, correspond bien aux propos que vous avez tenus. Je ne sais pas si vous avez une réaction particulière. Absolument. C'est exactement les questions qu'il faut se poser. Pour tout, au-delà du numérique. Ok. Et du coup, quel rôle les communicantes et les communicants ils vont avoir à jouer pour repenser le numérique? C'est une question difficile, hein? En fait, alors, je sais que, alors comment y arriver? En fait, je pense que justement, nous qui accompagnons les ministères sur les sujets d'accessibilité, d'inclusion, de simplification des services, en fait, ce qui est important, c'est que les décisionnaires, les managers, les manageuses, aient bien conscience de tous ces enjeux et puissent imposer euh, un certain niveau de qualité et de sobriété à leurs équipes. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Nous, c'est voilà, ce qu'on essaye de prôner. Donc, qu'il y ait une meilleure compréhension des enjeux par les décideuses et les décideurs. Et donc, en fait, tout simplement, ça permet que tout suive derrière, en tout cas au sein des équipes. S'assurer de produire des services sobres, inclusifs, responsables, en fait, déjà, c'est bien pour les personnes qui vont utiliser ces services, c'est bien pour la planète, mais aussi c'est encore mieux pour les personnes qui travaillent sur ces services. On a tous envie de se lever tous les matins en se disant qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut pour notre société, notre environnement. Et donc, c'est ça aussi pour moi l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on embarque tout le monde pour qu'on ait tous envie de bien faire. Et en fait, il faut aussi savoir se challenger les uns les autres. Parler. Je sais, au sein de mon équipe, ben, on ne va jamais mettre en production un service ou un outil qui ne sera pas conforme et accessible. Il est hors de question que ce soit le cas. Et si l'un de nous ou l'une de nous produit un document ou quelque chose qui est non accessible, bah, l'autre va... Voilà, il faut se le dire. Donc, il faut parler et il faut partager notre vision. Donc, il faut oser prendre la parole. Et je voulais dire une dernière chose, mais j'ai oublié, donc je vais laisser Gauthier prendre la parole. En termes de communication autour du numérique responsable, alors c'est que ma perception et bon, c'est tout à fait discutable, mais il y a une propension à trop vouloir utiliser des chiffres en fait. Enfin, il y a trop la volonté du petit chiffre qui dirait que la page ferait 1 gramme. Enfin, il y a une volonté de voir communiquer avant tout sur des bénéfices. Et en fait, la- l'éco-conception bien faite, parfois, ça se voit même pas en fait. Et parce qu'en fait, un site accessible aussi, parfois, on s'en rend même pas compte si c'est bien fait. Enfin, et c'est ça le problème, il y a une volonté de vouloir à tout prix communiquer sur la démarche, parce que c'est normal, il faut aussi la vendre en interne, il faut la vendre dans sa direction. Mais aussi, parfois, on va mettre en avant des chiffres qui n'ont pas grand-chose à voir, en fait, ou dans lesquels on n'a pas les clés ou le référentiel pour comprendre ce que ce chiffre veut vraiment dire. Et moi, j'ai plutôt une politique de dire maintenant, enfin, quand je dois travailler sur des projets de ce type, dire
si c'est bien fait, on va pas mettre de petits badges, c'est A, B, C. Enfin, on va pas faire de notation, on fait rien. On fait juste que ça soit bien fait. Dans le pied de page, on mettra une déclaration comme quoi c'était bien fait. On va dire qu'il y a une déclaration de la RG2A et on fera une déclaration pour la RG, enfin pour l'éco-conception. Et c'est tout. En fait, les choses bien faites, moi, j'ai pas trop communiqué dessus parce que si elles sont bien faites, t'as pas besoin de les expliquer. Enfin, mais ouais, c'est un truc qui est compliqué parce qu'il faut aussi défendre les projets en interne, etc. Mais c'est un peu ambivalent comme position. Ouais, et je suis absolument d'accord. Et pour rebondir rapidement, euh, en fait, il y a aussi un enjeu de vision long terme. C'est-à-dire que quand Gauthier parle des chiffres, c'est aussi se dire, mais en fait, là, sortons de la vision un peu court-termiste où on doit livrer, livrer, livrer sans se reposer la question de, en fait, on fait quoi de cette vie, de ce travail, au sein de cette équipe. Et donc, essayer de pousser ses collègues à se dire, attendez, euh, parce qu'on peut aussi utiliser les chiffres pour justement se dire, bon, c'est quoi qu'est-ce qui aura le plus d'impact? Et en fonction de ce qui a le plus d'impact, on gère mieux son temps, on priorise et on fait moins d'actions, mais des actions qui ont plus de résultats. Donc c'est ça aussi, on peut utiliser les chiffres à bon escient. Et enfin, je voulais aussi rajouter le dernier élément que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est s'assurer d'être entouré des bonnes compétences. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça qui permet une meilleure production des choses qui nous entourent, c'est une meilleure compétence, connaissance des sujets pour produire plus de qualité et de la qualité qui va rester longtemps. Ouais, peut-être en rebond là-dessus. C'est vrai, en fait, moi, je vois bien, enfin, je différencie les chiffres pour la communication des chiffres pour la gestion de projet. Euh, c'était plus une remarque par rapport aux chiffres de communication. Si vous devez communiquer sur une démarche d'éco-conception numérique, ben, communiquez plutôt sur la démarche, pas sur les chiffres, en tout cas. En tout cas, vers le grand public. Vers le grand public, essayez d'expliquer. Enfin, tout le monde est intelligent et tout le monde arrive à comprendre que vous avez fait des arbitrages, que tout ne sera pas forcément parfait, mais qu'on a fait des choix, on est là pour vous expliquer des choix et pourquoi on a fait ces choix. En tout cas, moi, j'ai maintenant beaucoup plus tendance à communiquer des démarches que des chiffres, parce que les chiffres, sans contexte, ça ne dit pas grand-chose. Après, dans la gestion de projet, c'est bien sûr tout à fait autre chose. C'est vraiment pour la communication plutôt grand public. Et Ok, je voyais, merci. je me permets, j'ai vu une question dans le chat sur la Oui. RG2A. Est-ce que j'ai le temps d'y répondre? Oui, on a plus que 3 minutes. Très rapidement, Never Forsake, merci de votre question, de ta question, je ne sais pas si on se tutoie. Alors, dans le cas du RG2A, en effet, il y a peu d'entreprises ou de services, d'entreprises, d'organismes publics qui aujourd'hui ont des sites qui sont accessibles pour les personnes en situation de handicap. En termes de démarche administrative, nous, donc mon équipe suit la mise en accessibilité, notamment, mais pas que, des 250 services les plus utilisés par les Françaises et les Français. On va y retrouver la demande des RSA, la déclaration de revenus, etc. Donc des gros services que tout le monde utilise. En 2019, c'était 12% de ces services qui étaient conformes à hauteur de 75% du RG2A. Là, on arrive à 43%. Donc, on est passé de 12% à 43%. Donc, on voit que les choses changent. On arrive à accélérer et à améliorer la mise en accessibilité. Mais évidemment, il y a un vrai enjeu de communication sur le sujet de l'accessibilité numérique et de sensibilisation. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi, on est tous producteurs de numérique. Donc, quand vous aussi, vous produisez sur les réseaux sociaux, c'est aussi où vous faites créer des choses numériques, vous envoyez un document à un collègue, c'est aussi vous aussi s'assurer que ces documents, ce soit un document PowerPoint, un document Word, un document utilisant une solution libre, et pardon d'avoir cité Microsoft, soit accessible. Donc, on a toutes et tous cette responsabilité de se former soi-même pour mieux concevoir. Ok, merci beaucoup. Alors, l'heure a tourné, donc je pense qu'il est l'heure de clore cet échange. Un grand merci, Marine Boudot et Gauthier Roussil, pour votre temps et votre partage. Un grand merci également à toute l'équipe bénévole Reboot et notamment à l'équipe étudiante qui travaille sur la régie virtuelle de l'événement. Si vous souhaitez creuser le sujet du numérique responsable, il y a 4 conférences Reboot supplémentaires vendredi, donc entre autres, hein, entre les 12 autres conférences qui devraient attirer votre attention.
C'est la conférence sobriété numérique, la conférence influenceurs à l'heure de l'urgence écologique, la conférence inclusion et accessibilité, et enfin la conférence réseaux sociaux, le dilemme. Donc 4 sujets qui vont être passionnants. En attendant, place à la dernière conférence de la journée. Merci à toutes et à tous. Merci à toutes et tous. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.